Les Français paieront un peu plus d'impôts en 84, a annoncé le Premier ministre sur Antenne 2. Le budget de l'an prochain sera un budget de rigueur qui aura du muscle, a-t-il dit. Le drame du Boeing sud-coréen, la chasse soviétique a exécuté l'ordre d'arrêter le vol, annonce ce soir Moscou. De son côté, le président Reagan annonce dans un discours très dur des sanctions modérées contre Moscou. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni ce soir. La rentrée scolaire en France, tout est en place, affirme le ministre de l'Éducation nationale, mais quelques points noirs demeurent. Liban, 2 soldats américains tués ce matin à Beyrouth. Importante victoire russe dans la montagne. Washington lance un sévère avertissement à la Syrie. Bernard Hinault quitte l'équipe Renault. La rupture est officielle. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus d'impôts en 84, en tout cas pour les revenus les plus élevés. Ce n'est pas une surprise, mais le Premier ministre Pierre Mauroy en a lui-même confirmé le principe. Invité tout à l'heure d'Antenne de Midi, Monsieur Mauroy a d'abord lancé un appel au rassemblement de tous ceux qui, selon son expression, veulent préparer l'avenir de la France. Monsieur Mauroy a ensuite précisé que le projet de budget 84 est pratiquement bouclé, qu'il sera présenté au Conseil des ministres du 14 septembre. Il s'agira d'un budget de rigueur qui aura du muscle, a-t-il dit, et qui repose avant tout en matière de fiscalité sur des considérations de justice sociale. 90% des foyers français ne subiront pas d'augmentation, mais il y aura augmentation progressive pour les revenus élevés. Écoutons Monsieur Mauroy. Il y a le 1%, la contribution sociale du 1% qui est reconduite. Du côté, alors cette fois-là, du budget, proprement dit. Je ne vais pas vous en donner le détail, mais parlons surtout de l'impôt sur le revenu. C'est ça qui est très significatif. Voilà qui est concret, oui. Voilà qui est concret. Eh bien, en ce qui concerne, très bien, vous êtes intéressé. Alors rappelons que la gauche au pouvoir, c'est l'exonération de 1/3 des foyers fiscaux en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. C'était l'exonération d'1/3 des foyers fiscaux, encore pour le 1%, la contribution sociale dont je viens de parler. C'était l'exonération pour les 2/3 des foyers fiscaux en ce qui concerne l'emprunt obligatoire. Pour l'impôt sur le revenu, c'est 90% des foyers fiscaux qui n'auront pas d'augmentation. Indexation faite, vous savez, en ce qui concerne les tranches. Par contre, il y aura une augmentation pour les revenus élevés. Ce qui est normal, ce qui est expression même de la justice sociale. Qu'est-ce que vous appelez un revenu élevé? On peut avoir un ordre d'idée. Oui, je peux vous donner un ordre d'idée. Il y aura, si vous voulez, une sorte de surtaxe, de contribution, qui prend un caractère exceptionnel dans la mesure où à la croissance de zéro, bien entendu, il y a un manque à gagner sur le plan budgétaire. Il ne faut par conséquent prendre des mesures spéciales pour compenser ce manque à gagner. Pardonnez-moi, qui était déjà exceptionnel l'année dernière. C'est le 7%. La surtaxe, mais elle est supprimée. Elle sera remplacée par conséquent par cette contribution à partir de ceux qui paient 20 000 francs d'impôt. Vous voyez? Alors, ça sera de combien? 20 000 francs d'impôt, ça doit correspondre à un ménage avec 2 enfants qui a un revenu de 16 000 francs. Monsieur Mauroy a également indiqué qu'il n'était pas question de recourir à la TVA, puisque la priorité reste la lutte contre l'inflation, l'objectif étant d'arriver à 5% en 84, a-t-il rappelé. Voyons maintenant dans l'état actuel de nos informations ce que signifient les projets fiscaux du gouvernement. Philippe Sassier. C'était difficile un petit peu à trouver, Christine, cet après-midi. On aurait bien voulu faire un tableau, mais avec Jean-Claude Renaud, nous avons passé notre après-midi à essayer d'y voir un petit peu plus clair et à voir des chiffres. Alors, que signifient effectivement ces 16 000 francs par mois indiqués par le Premier ministre? Monsieur Pierre Mauroy parle en chiffres nets, c'est-à-dire notre salaire moins les cotisations sociales qui sont diminuées. En gros, c'est le chèque que nous recevons de notre employeur. Alors, pour simplifier, qu'est-ce qui intéresse notre percepteur? Et ça, c'est le salaire imposable, c'est-à-dire ce salaire net moins les 10%, puis les 20% de déduction fiscale que nous permet notre feuille d'impôt. Alors là, d'après le chiffre de 16 000 francs mensuels donné par le Premier ministre, il s'agit d'un salaire pour une famille avec 2 enfants de 140 000 francs par an. C'est à partir de ce seuil que sera déclenchée cette surtaxe progressive exceptionnelle. Cette année,
c'est à partir de 160 000 francs de salaire imposable que l'on commençait à payer le fameux 7% de solidarité. Ce que l'on peut dire, c'est qu'après les cadres supérieurs, ce sont donc certains cadres moyens qui vont être touchés. Maintenant, rien n'est encore très sûr, rien n'est encore très fixé, on peut faire plusieurs remarques. D'abord, cette surtaxe sera augmentée à partir, semble-t-il, d'un seuil de 30 000 francs d'impôt. Premier seuil de déclenchement, 20 000 francs. Deuxième seuil, 30 000 francs. Deuxièmement, on ignore les taux de cette surtaxe. On a avancé diverses hypothèses, entre 5 et 12%. Pour l'instant, dans les milieux officiels, on nie que cette surtaxe puisse aller jusqu'à 12%. On parle de 5 à 8 ou de 5 à 10%. Enfin, cette augmentation ne touchera que 10% des contribuables français, c'est-à-dire environ 1 500 000 Français, et cette augmentation devrait rapporter, Christine, entre 8 et 10 milliards supplémentaires dans les caisses de l'État. Voilà ce que l'on peut dire actuellement, voyez-vous, c'est assez clair, mais enfin il nous manque quand même pas mal de choses, notamment les taux d'imposition exacts. En ce qui concerne le chômage, le Premier ministre a annoncé d'autre part que le gouvernement prendrait ses dispositions dans 3 semaines et qu'elle s'orienterait vers un traitement personnalisé du chômage, car il y a, a-t-il dit, 2 millions de cas particuliers. Interrogé par ailleurs sur le drame du Boeing sud-coréen abattu par l'aviation soviétique, M. Mauroy a annoncé que la France dira au ministre des Affaires étrangères soviétique, Andrei Gromyko, qui sera à Paris vendredi, la France dira ce qu'elle pense de cet acte absolument inqualifiable, selon les termes de M. Mauroy. Le drame du Boeing continue 7 jours après les faits de faire l'objet de nouvelles précisions. Le gouvernement soviétique vient en effet d'annoncer ce soir que la chasse soviétique a bien eu pour instruction d'arrêter le vol et qu'elle a exécuté cet ordre. C'est ce qu'affirme ce soir l'agence TASS. De son côté, le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré cet après-midi que l'avion pourrait avoir été abattu dans l'espace aérien international à 1,6 km en dehors de l'espace aérien soviétique. La Fédération internationale des associations de pilotes de ligne commerciales vient de décider un boycott de 60 jours des vols à destination de l'Union soviétique, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun vol commercial assuré par des compagnies occidentales à destination de l'Union soviétique. La nuit dernière, à Washington, le président Reagan, dans un discours très dur, a accusé l'Union soviétique de crimes contre l'humanité avant de faire entendre, en les traduisant lui-même, les propos des pilotes soviétiques enregistrés par les stations d'écoute japonaises. Here's a brief segment of the tape, which we're going to play in its entirety for the United Nations Security Council tomorrow. Понял, авиация с половиной, все, 230. 805, сближаюсь с целью. Все с призывом. Цель уничтожена. Выхожу из атаки. Those were the voices of the Soviet pilots. Si les faits étaient donc spectaculaires pour l'opinion publique américaine et si le ton était très brutal, en revanche, les mesures concrètes annoncées par le président Reagan en guise de représailles contre Moscou sont-elles très limitées? Pas de sanctions économiques, simplement ajournement des négociations sur le renouvellement de plusieurs accords bilatéraux dans le domaine des transports, dans le domaine consulaire et culturel. M. Reagan a insisté sur la volonté des États-Unis d'agir sur ce plan en coopération avec les autres pays occidentaux. Déjà, le Canada a décidé de suspendre pour 60 jours les droits d'atterrissage d'Aeroflot, la compagnie aérienne soviétique. Les pays européens, eux, se concertent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni en ce moment même à New York devant une salle comble et doit entendre l'enregistrement complet des conversations des pilotes soviétiques. Le gouvernement soviétique exprime ses regrets pour la mort des victimes. C'est un communiqué de l'agence TASS qui vient de tomber à l'instant. Le gouvernement soviétique exprime donc des regrets pour la mort des victimes innocentes, mais rejette sur les dirigeants des États-Unis l'entière responsabilité de la tragédie. Car Moscou continue en effet de contre-attaquer sur le terrain de l'information, sinon de la propagande. Selon l'agence TASS, plus tôt dans la journée, le
président Reagan a prononcé un discours d'un anticommunisme pathologique, saturé de calomnies et de mensonges. Selon les Izvestia, la CIA et le Pentagone ont tout simplement programmé la perte du Boeing. Et selon la Pravda de ce matin, l'URSS n'avait pas pour objectif de détruire l'avion sud-coréen, ce qui est une manière détournée de reconnaître qu'il a bien été abattu. Et ce soir donc, confirmation soviétique, la chasse soviétique a bien exécuté un ordre. Paul Naon. Oui, je crois que c'est la première fois depuis le début de cette affaire que Moscou reconnaît officiellement avoir donné l'ordre d'abattre le Boeing sud-coréen, mais circonstance atténuante toujours. Selon l'agence TASS, que je cite là, les pilotes soviétiques ne pouvaient pas savoir qu'il s'agissait d'un avion civil. Fin de citation. Alors cependant, pour mieux comprendre les raisons de ce retournement, il faut récapituler, je crois, ce qui a été depuis 5 jours une véritable guerre de l'information. Les Japonais d'abord, ils ont attendu 5 jours avant de livrer une partie seulement de l'enregistrement radio entre les 2 pilotes soviétiques et leur base, mais nous ne savons pas tout, puisque 50 minutes de conversation n'ont pas été encore divulguées par le gouvernement japonais. Les Américains maintenant, ils ont attendu 4 jours pleins pour affirmer qu'un de leurs avions espions patrouillait dans les parages, et ce n'est qu'hier soir que l'enregistrement entre les chasseurs soviétiques a été livré à l'opinion internationale par le président Reagan en personne, on vient de le voir. Les soviétiques, maintenant, Moscou a distillé depuis le début de cette affaire des versions aussi contradictoires qu'embarrassées. Ils viennent d'admettre seulement, il y a quelques instants à peine, avoir abattu l'avion sud-coréen. Cependant, cet avion, et c'est important, a été abattu de sang-froid. Il avait allumé ses feux de position et il avait fait signe aux pilotes de chasse soviétiques qu'il était d'accord pour atterrir. Reste à savoir maintenant si cette reconnaissance tardive par les soviétiques de leur responsabilité permettra de calmer les passions provoquées par cette affaire. En tout cas, en Corée du Sud et au Japon, l'opinion continue de réagir avec émotion et violence au drame de l'avion abattu et les recherches se poursuivent en mer pour en retrouver les traces. Daniel Lecomte. C'est à Séoul, bien sûr, que les réactions sont les plus vives et l'émotion la plus grande, comme ici, par exemple, lors de prières collectives organisées par des moines bouddhistes, ou là, à l'occasion d'une rencontre entre le président de la Korean Airlines et les familles des victimes. La compagnie, qui s'estime entièrement responsable de ce qui s'est passé, a d'ailleurs organisé un voyage pour les familles sur les lieux présumés du drame. Des Japonais et des Coréens résidant au Japon les avaient précédés, d'autres les ont rejoints, pour des cérémonies émouvantes au cours desquelles gerbes de fleurs et lettres aux victimes sont jetées à la mer. Dans le ciel, un avion de surveillance soviétique rappelle que la délicatesse et les sentiments tiennent toujours aussi peu de place dans toute cette affaire. Sur mer, 3 navires américains et 15 navires japonais patrouillent dans le secteur à la recherche d'éléments permettant d'identifier le point de chute du Boeing. Des recherches que la marine soviétique fait aussi à quelques milles marins de distance. Ce matin, une boîte et une pièce d'étoffe ont été trouvées par les Japonais. On devrait savoir demain si elles appartiennent au Boeing. À Genève, les négociations sur les euromissiles entre soviétiques et américains ont repris aujourd'hui dans une atmosphère glaciale. Les 2 délégations n'ont fait aucune déclaration à la presse. Quant à M. Gromyko, il est parti ce soir pour Madrid où il doit rencontrer son homologue américain dans le cadre de la dernière session de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. M. Schulz, qui est lui aussi en route, est résolu à demander à M. Gromyko des comptes au nom de la communauté internationale. À Paris, le Front National, malgré l'interdiction du préfet de police, a organisé en fin d'après-midi une manifestation place du Palais Royal pour protester contre la destruction du Boeing sud-coréen. Jean-Michel Mercure. Autour de Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National, une centaine de sympathisants. À peine les premiers slogans lancés, c'est la bousculade, la manifestation avait été interdite. Vous rigolez, dites donc, écoutez votre charge, tous les journalistes qui sont là ont vu la charge brutale que vous avez faite. Monsieur, m'arrêtez. C'est probablement une unité communiste du gouvernement. Il faudra encore des tirs de grenades lacrymogènes avant de disperser tout à fait les manifestants qui tentent de remonter l'avenue de l'Opéra. Au
Au Tchad, nouvelles attaques libyennes dans la région de Chalouba, un carrefour de piste dans l'est du Tchad situé à 100 km au nord des positions françaises. C'est ce qu'affirme ce soir le gouvernement de N'Djamena. La situation au Tchad fera l'objet samedi à Alger d'une rencontre entre le Premier ministre français et le président algérien Chadli. Au Liban, la situation reste grave. Les milices chrétiennes libanaises renforcent leur position au sud de Beyrouth, mais après 2 jours de violents combats, les milices druzes se sont emparées de la petite ville de Bamdoun sur la route Beyrouth-Damas. Ils ont ainsi fait jonction avec les forces syriennes. Jean-Marc Ilouz. Une camionnette de miliciens phalangistes qui fonce dans un faubourg sud de Beyrouth, un accrochage à l'arme automatique avec d'autres miliciens ici de confession chiite, des tanks de l'armée libanaise qui tiraillent pour consolider leur position au carrefour de l'aéroport. Mais voilà, alors que l'armée du président Gemayel réussissait de haute lutte à conquérir une position d'artillerie à Haramoun sur la montagne, pendant ce temps-là, à 20 km à l'est de Beyrouth, sur l'axe stratégique de la route Beyrouth-Damas, c'est la ville de Bamdoun qui tombait. Tombée sous les bombardements des miliciens progressistes druzes, appuyés par des tanks syriens, à en croire leurs adversaires phalangistes. Victoire druze, suivie de la prise d'une foule de petits villages alentours, autant dire un revers inquiétant pour le gouvernement de Beyrouth et qui pourrait, si la Syrie se montrait trop active, provoquer une intervention de l'aviation israélienne. Massacre de villageois, cette fois-ci ce sont les Druzes qui accusent les chrétiens, pour les journalistes impossible de vérifier dans un camp comme dans l'autre. Ce réveil des passions confessionnelles pourrait bien coûter cher aux forces multinationales, 4 morts en 10 jours chez les Marines américains, coincés sans mission de se battre entre Druzes et armée libanaise. Bien difficile d'identifier chaque fois l'origine des obus, donc de riposter. Leurs hélicoptères de combat ne sont jamais entrés en jeu, mais Washington a averti la Syrie de ne pas jeter de l'huile sur le feu. 2 journalistes de la télévision américaine ABC ont été blessés. Plusieurs autres journalistes sont portés disparus dans la montagne libanaise. Ce matin, à Beyrouth, près de l'aéroport, 2 Marines américains ont été tués par des roquettes. La Maison-Blanche vient de lancer une sévère mise en garde à la Syrie, qui soutient les milices druzes, rappelant au gouvernement de Damas qu'un nouveau groupe naval américain évolue au large du Liban. À Washington, les réactions politiques sont violentes. Édouard Laure. À la une de toutes les chaînes de télévision américaines ce matin, non plus l'affaire du Boeing coréen, mais la mort de 2 autres Marines à Beyrouth qui s'ajoutent aux 2 Marines de la semaine dernière. Et ce premier commentaire du secrétaire d'État à la Défense, Caspar Weinberger. Je dois dire que la mission pour laquelle nous y sommes n'est pas terminée. Et autant que je sache, il nous faudra y rester jusqu'à ce qu'il y ait un Liban souverain, libre, indépendant et inoccupé. En fait, le maintien ou le retrait des 1200 Marines du Liban ne dépend pas uniquement du bon vouloir de la Maison-Blanche. Le Congrès a son mot à dire et il entend bien le faire. Il existe une loi ici, votée après le Vietnam, et qui interdit au président de maintenir des troupes à l'étranger plus de 3 mois sans l'accord du Congrès. Inutile de dire qu'après la mort de ces 2 autres Marines, le Congrès, comme il l'a déjà fait la semaine dernière, ne cache plus sa réticence à maintenir cette force dans ces conditions, appuyé en cela par un tout récent sondage qui fait apparaître que plus de la moitié des Américains estiment qu'il est temps maintenant de rapatrier les Marines du Liban. Ce soir, l'envoyé spécial américain Robert McFarlane est à Damas, porteur de nouvelles propositions américaines pour obtenir un cessez-le-feu. Le porte-avions français, le Foch, est depuis ce matin en rade de Beyrouth. En France, l'actualité politique reste dominée ce soir par les réactions aux résultats du premier tour des élections municipales de Dreux et plus encore à l'alliance conclue pour le second tour entre la droite et l'extrême droite. Invitée hier soir de l'heure de vérité sur Antenne 2, Mme Simone Veil s'est déclarée préoccupée par le score de l'extrême droite et elle a affirmé qu'elle n'aurait pas fait alliance avec elle. Si je devais voter à Dreux pour le second tour, je m'abstiendrais, a-t-elle précisé. Les milieux de l'opposition sont manifestement divisés. Le CDS refuse l'alliance avec le Front National. La plupart des dirigeants du RPR et de l'UDF observent un mutisme embarrassé. Daniel Brem a demandé à quelques députés de l'opposition si, comme Mme Simone Veil, ils refuseraient d'entériner l'accord électoral du second tour à Dreux. Alors, sans aucune hésitation, je voterai pour la liste d'union de l'opposition.
dans le contexte qui est celui du second tour, c'est-à-dire où des prises de position particulières n'existent plus, où il s'agit simplement de faire l'union contre la politique du gouvernement. Je comprends très bien les réactions de Mme Veil qui a eu à connaître du nazisme, je suis moi-même FFL, et je crois qu'il faut avant tout barrer la route à Dreux à cette majorité socialo-communiste qui emmène la France à la ruine. Je n'ai franchement pas d'affinité, pas beaucoup de sympathie pour certains mouvements d'extrême droite. Et je comprends les réticences de certains de nos amis, en particulier de Simone Veil. Ceci étant, il ne faut pas oublier que c'est la gestion précédente qui est à l'origine de l'importance du Front National à Dreux. Si le Front National a fait 17% des voix, c'est manifestement parce qu'il y a des problèmes de sécurité à Dreux. Et je crois que l'objectif numéro 1 doit être de battre la majorité, le conseil municipal qui a conduit à cette situation. C'est la raison pour laquelle je voterai pour la liste d'union de l'opposition dans laquelle se trouvera le Front National. Je voterai pour la liste d'union de l'opposition en faisant confiance à nos amis de l'UDF et du RPR pour calmer les ardeurs de gens qui pourraient avoir des idées très différentes des nôtres. Pour nous, il n'y a pas de politique sans morale. Quand on fait de la politique, bien entendu, c'est pour gagner, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il y a des moyens, des compromissions, des alliances qui permettent peut-être de remporter un succès électoral, mais on y perd sa dignité. Alors moi, j'approuve la position de ceux de nos amis du CDS qui, à Dreux, ont su, avec courage, dire non. Tout à l'heure, dans Antenne de Midi, le Premier ministre a salué la position de Mme Veil et lancé une mise en demeure aux dirigeants de l'opposition. Écoutons-le. C'est vrai que Dreux est devenu vraiment le lieu où s'affrontent les uns et les autres. En tout cas, moi je n'avais pas manqué, lors des dernières élections municipales, de dire au pays combien il était dangereux d'agiter ce problème comme l'opposition l'avait fait à l'époque. Combien derrière ce problème pouvait justement naître ce ressentiment, renaître ce que nous pensions a jamais disparu concernant le racisme. En tout cas, je salue la position qui est prise par Mme Simone Veil. C'est une position courageuse. Et au-delà de Mme Simone Veil, je m'adresse à M. Chirac pour savoir quelle sera sa position, à M. Barre, quelle sera sa position. Oui, c'est vrai, j'ai noté avec vous, et je le regrette profondément, que les milieux populaires se laissent aller à oublier leur vote de gauche par la passion, se laisser égarer par la passion et avoir un vote qui n'est certainement pas conforme à ce qu'il devrait être. Eh bien, cela, je dis, ils se trompent lourdement. De son côté, le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, lance dans une lettre un appel aux électeurs, et pas seulement à ceux de gauche, pour qu'ils empêchent que Dreux soit, selon les termes de cette lettre, la première ville de France ouvertement dirigée par l'extrême droite. Fin de citation. Dans notre dernier journal, à 23h15, un débat sur la portée du scrutin de Dreux opposera le RPR André-Robert Vivien au socialiste Michel Berson. D'après un sondage que publiera demain le Parisien Libéré sur le thème qui domine la campagne de Dreux, 51% des Français estiment qu'il faut renvoyer les immigrés chez eux et que c'est là le moyen de lutte le plus efficace contre le chômage. Les problèmes économiques et sociaux. Dans sa conférence de presse de rentrée, le président du CNPF, Yvan Gattaz, demande une nouvelle fois au gouvernement une action urgente en faveur des entreprises, notamment sous forme d'assouplissement des règles de licenciement et aussi sous forme d'allègements fiscaux. Le secrétaire général de la CGT, Henri Krasucki, reçu cet après-midi par le président Mitterrand, a affirmé à l'issue de cet entretien que la rigueur et l'effort ne rebutent pas les travailleurs à condition qu'ils les ressentent comme justes, a-t-il dit. Demain, c'est au tour d'Edmond Maire de la CFDT d'être reçu par le chef de l'État. La situation à l'usine Citroën d'Aulnay, la direction a annoncé ce soir qu'à partir de demain matin, l'usine d'Aulnay ne fabriquerait plus que des visas. La confection des CX est provisoirement suspendue à la suite de la grève observée depuis jeudi dernier dans l'atelier de ferrage pour des raisons de salaire. Cette décision a été prise cet après-midi à la suite d'un comité d'établissement extraordinaire. La rentrée scolaire aura lieu jeudi pour 12 279 500 jeunes Français.
Pour la première fois depuis 1978, les effectifs sont en augmentation. Ce n'est pas le cas des moyens. Le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, a cependant affirmé aujourd'hui dans une conférence de presse que tout a été fait en temps utile pour le bon déroulement de cette rentrée, même si quelques points noirs demeurent, comme le lui a rappelé Bruno Le Dreff. Côté élèves et parents d'élèves, 3 grands problèmes pour cette rentrée 1983. Tout d'abord, si les enfants sont moins nombreux dans le primaire, moins 121 000, ils sont plus nombreux dans le second degré. Plus 61 000 pour le premier cycle, plus 88 000 dans le second cycle. Question, y aura-t-il alors assez de professeurs partout? Il faut combiner ces expansions démographiques dans certaines régions urbaines avec des baisses démographiques malheureusement en milieu rural ou en milieu de montagne. Il y a le jour de la rentrée les ajustements indispensables, il y a des malades, ça arrive même aux enseignants, il y a des départs, et là aussi il y a des décès, et tout ceci il faut le pourvoir, et c'est l'ultime ajustement qui va se faire dans ces jours-ci. Second problème, la Fédération nationale des transporteurs routiers invite les 3000 entreprises qui assurent quotidiennement le transport de 2 millions d'élèves à laisser leurs autocars au garage le jour de la rentrée. Le problème des transporteurs routiers est un problème qui est de la compétence et des transporteurs routiers et du ministère des Finances et des Transports. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'au bout en ce domaine. Troisième problème, le débat école privée, école publique. Le ministre de l'Éducation nationale assure, le calendrier des rencontres sera respecté, il n'y a rien de nouveau. Côté enseignants maintenant. Ça grogne. Il y a, disent les syndicats, toujours trop de maîtres auxiliaires qui attendent leur titularisation. L'accroissement global du nombre d'élèves va entraîner un grossissement des effectifs dans les classes. Il y a des problèmes pour les enseignants, je le reconnais. Certaines classes risquent d'être surchargées. C'est l'exception au niveau national, mais pour ceux qui s'y trouvent, qu'ils soient enseignants ou qu'ils soient élèves, c'est l'avis qui est la leur. Et l'effort général que nous avons accompli depuis 3 ans ne peut pas porter ses fruits partout, étant donné les mouvements démographiques dont vous parlez. Hinault-Renault, c'est fini. Le divorce est officiel depuis le communiqué de la régie cet après-midi. Bernard Hinault lui donnera une conférence de presse vendredi après-midi pour dire quels sont ses projets et surtout dans quelle équipe il va courir la saison prochaine. 2 équipes étrangères, dont une italienne, sont, paraît-il, sur les rangs et 2 autres formations françaises. Celle-là aimerait bien acheter l'ancien champion du monde. L'une de ces 2 équipes sera patronnée par la chaîne des supermarchés Auchan. Tennis, Yannick Noah dispute en ce moment même son match de 8e de finale des internationaux des États-Unis à Flushing Meadows. Noah rencontre le plus jeune joueur jamais engagé dans ce tournoi, un Américain de 16 ans, Kriegstein, qui a éliminé Gerulaitis au premier tour. Pour l'instant, Noah mène 2-7 à 0. Il a battu Kriegstein 6-3, 7-6. Et dans le 3e set, Noah mène pour l'instant 2 jeux à 1. Mais la grande surprise de ce tournoi jusqu'ici, c'est l'élimination du favori numéro 1, du triple vainqueur de ces internationaux, John McEnroe. McEnroe a été battu par sa bête noire, son compatriote Bill Scanlon, en 4-7. Roger Zabel. Il a beau râler, éructer, bouder, John McEnroe n'est pas la première victime célèbre de Bill Scanlon, le rocker du tennis, aussi à l'aise avec une guitare qu'avec une raquette. Borg, McNamara, Telcher font partie des grands joueurs qu'il a déjà battus. Et puis, McEnroe se souvient que lui aussi a déjà perdu 2 fois devant le 17e joueur mondial. Not much physical difference. Mais McEnroe, vous l'allez voir, n'est pas du genre à faire des cadeaux. On faisait de McEnroe le favori de Flushing Meadows. Maintenant, la chasse au titre est ouverte. Connors, Lendl, Wilander et Noah, bien sûr, sont sur les rangs. Football pour le match amical entre la France et le Danemark que vous pourrez suivre demain soir en léger différé sur Antenne 2 à partir de 20h30.
Aucune surprise dans la composition de l'équipe de France, où l'on attend le retour du patron, Michel Platini. À l'occasion de ce match amical, Michel Hidalgo continue sa revue de l'effectif international français avant la Coupe d'Europe des Nations. Parlons maintenant du temps de demain, Alain Gillot-Pétré, avec une belle pochette jaune vif. Ah oui, logiquement, j'aurais dû mettre un peu de gris parce que c'est presque le beau temps. Regardez la photo satellite, très peu de nuages sur la France, sinon c'est brouillard persistant. Mais il y a et là cette perturbation qui, surtout vendredi, abordera l'ouest du pays. Pour demain, elle ne fera qu'effleurer le nord-ouest du pays. Regardez la France sur la carte. Sur la moitié sud, c'est du grand beau temps. Sur la moitié nord, un peu plus de nuages, mais du soleil aussi. Possibilité de quelques pluies sur l'extrême nord-est. Et hélas, des nuages beaucoup plus abondants sur les côtes de la Manche, donnant de la bruine. Le baromètre est en légère baisse. Le thermomètre est en hausse encore. Cela va de 19 degrés sur les côtes de la Manche à cause des nuages que vous avez vus. À 31 degrés, on repasse au-dessus de la barre des 30 degrés à Perpignan et à Nîmes. Moyenne nationale 25 degrés. C'est tout à fait de saison. Demain, mercredi 7 septembre, les heures du lever et du coucher du soleil, 7h16, 20h21, c'est la nouvelle lune et la Sainte-Régine. À 23h30, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernier journal. Demain, vous avez rendez-vous à 12h45 avec Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.